Bonjour, précédemment, vous avez lu le chapitre 11 sur la programmation pour programmer un simulateur en probabilité. Il est à noter que je ne m'attends pas à ce que vous deveniez un programmeur après avoir lu ce chapitre-là, mais l'idée, c'était un petit peu de vous initier à voir si on voulait concevoir un simulateur, quelles sont les bases là, pour y arriver. Donc maintenant, on va continuer dans ce module sur le début de calcul de probabilité. On va parler de dénombrement. Donc, c'est quoi le dénombrement? C'est que si on a une situation comme ici, où on a vu précédemment, on lance un dé et une pièce de monnaie, on veut savoir il y a combien de résultats possibles. Ben, je peux les représenter avec un diagramme en arbre. Avec mon diagramme mon arbre des possibilités, ici, je vois que je peux les compter, j'ai 12 résultats possibles, mais je peux aussi remarquer que j'ai 6 résultats sur mon dé, 6 résultats possibles sur mon dé, 2 résultats possibles sur ma pièce de monnaie, et on les multiplie 6 fois 2, comme on voit dans l'arbre, que ça se multiplie parce que ça se resépare pour chacune des 6 possibilités de mon dé, j'ai 2 possibilités de ma pièce de monnaie, donc 6 fois 2, 12 résultats possibles. Donc si c'est un cas assez simple de dénombrement, on va pouvoir aller un petit peu plus loin avec d'autres principes de dénombrement. Donc l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours, qui est d'établir des liens articulés entre les différents concepts probabilistes pour pouvoir préparer et piloter des situations d'apprentissage stimulantes. Donc tout d'abord, je vous ai parlé déjà de l'arbre des possibilités. Si vous avez au besoin, vous voulez consulter une capsule vidéo sur le dénombrement puis l'arbre des possibilités, là, vraiment qui décortique avec la bonne verbalisation. Si vous sentez que c'est clair, c'est peut-être pas nécessaire, mais si vous avez besoin de revenir là-dessus, ça peut être intéressant d'aller voir cette vidéo-là ici qui reprend vraiment de 3 façons différentes avec l'arbre, avec du matériel et qui permet de vraiment bien verbaliser. Donc moi, je veux aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Je veux revenir sur d'anciens problèmes. Donc, autant ces 3 problèmes-là, on a parlé de la loto 649, la probabilité de 1 sur 14 millions. Le jeu de dés aussi, on avait trouvé la probabilité de gagner dans un jeu de dés. Puis il y avait le problème de Chevalier de Méret à la capsule là, sur l'histoire des probabilités au tout début. Donc, je vous ai donné les probabilités pour chacune de ces problèmes-là, mais maintenant, avec les outils qu'on a, ben, on va pouvoir donner un petit peu de sens puis revenir là-dessus. Donc, allons-y pour la loto 649. Donc, la probabilité de gagner le gros lot, on avait vu que on avait parlé que c'était environ 1 sur 14 millions. On a dit qu'on pourrait le calculer, nous y reviendrons, dans le fond. Puis on avait parlé de ce que ça représentait, peut-être que vous vous rappelez les billets alignés sur une distance là, pour trouver le bon billet, des billets de banque. Donc, c'est maintenant le temps d'y revenir. Donc, pour revenir sur cette probabilité-là, au lieu de jouer au jeu de 6,49, on pourrait vouloir regarder un cas un peu plus simple. Donc, on va jouer à la loto, au lieu de jouer à la loto 6,49, donc avoir 6 bons numéros parmi 49 possibles. On va jouer au loto 3,5, donc une version simplifiée de la loto 6,49. Donc, loto 3,5, donc avoir 3 bons numéros parmi les 5. Donc, la probabilité d'avoir 3 bons numéros parmi les 5, bien, quand on lance ici en fait, si on avait à tirer, donc on a 5 boules numérotées de 1 à 5, on va avoir les 3 bons numéros. L'ordre ici n'est pas important dans ce cas-ci. Donc, quand je tire ma première boule, quelle est la probabilité que la première soit un bon numéro? Ben, si ma combinaison est formée de 3 numéros, ben, il y a 3 bons numéros parmi les 5 qui sont disponibles dans l'urne. Donc, j'en prends une au hasard. La probabilité d'avoir une des bonnes est de 3/5. Une fois que celle-là, je l'ai eue, je dois aussi avoir la deuxième boule qui doit être une bonne. Donc, il m'en reste combien maintenant dans mon urne? J'en avais 5, j'en ai retiré une, il m'en reste 4. Et il y en a, si j'ai eu la bonne la première fois, ben, il m'en reste 2 autres qui sont encore bonnes. Donc, 2 quarts, 2 parmi les 4 qui restent. Et, même principe, après, il va m'en rester 3 et il me reste un bon numéro. Donc, je vais avoir la probabilité d'avoir le troisième boule qui soit bonne, va être d'un tiers. Si je multiplie 3/5 par 2 quarts par un tiers, quand on multiplie les fractions, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs, donc 6/60. Et 6/60, je peux réduire à sa plus simple expression, là, ma fraction irréductible réduite, qui est une fraction équivalente. Faire attention ici, on serait une erreur de dire que la fraction ici est 6 fois plus petite. Elle est équivalente, mais j'ai divisé mon numérateur et mon dénominateur par 6 pour qu'elle reste équivalente, justement, ce qui me donne une fraction irréductible d'1/10.
Donc, il y a une bonne combinaison sur 10 possibles. On pourrait les faire ressortir les 10 possibles. Donc, si on dit qu'on a 5 boules numérotées de 1 à 5, ben, voici oméga, donc l'univers des résultats possibles. Ça se peut que d'avoir la combinaison 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 4, 1, 3, 5, 1, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5 et 3, 4, 5. Il n'en existe pas d'autres parce que si l'ordre n'est pas important. Donc la 3, 2, 1 est la même chose que la 1, 2, 3. Donc c'est l'idée ici, l'ordre n'est pas important, mais il faut avoir 3 bons numéros parmi 5. Comme dans la 649, ça prend les 6 bons numéros parmi les 49, peu importe l'ordre. Donc, si on revient à la loto 649, est-ce que l'arbre serait aidant dans ce cas-là? Parce que si on aurait pu faire l'arbre, ici, qu'est-ce que ça aurait voulu dire? Ben, on aurait eu, dans le fond, un premier niveau où on tire une première boule, puis là, on pourrait dire, OK, l'avoir ou pas l'avoir, écrire les probabilités, ou faire ressortir toutes les possibilités selon si on fait un arbre des probabilités. On ferait juste le cas, je l'ai eu, je l'ai pas eu avec les probabilités. Si c'est un arbre des possibilités, j'aurais vraiment les 5 possibilités, mes 5 boules. Mais là, j'aurais un premier niveau qui serait ma première boule. J'aurais continué après ça avec un deuxième niveau et après avec un troisième niveau. Donc là, c'est gérable. On peut utiliser l'arbre dans ce cas-là parce qu'il y a 3 cas. 3 étapes plutôt, là, une expérience aléatoire à 3 étapes. Pour la 649, ben, on doute un peu que l'arbre soit aidant parce que ça nous prendrait, il y aurait 6 étapes, il y a 6 boules à tirer, et là, plus on avance dans l'arbre, plus ça se multiplie, et moins notre représentation est aidante. Parce qu'on se rappelle, là, un mode de représentation comme l'arbre ou le tableau à double entrée, c'est utile quand ça nous aide, ça nous permet de visualiser, puis c'est aidant, c'est visuellement. Si il y a tellement de niveaux qu'on n'arrive plus à se retrouver, ben, c'est pas vraiment aidant. Donc à ce moment-là, ben, il y a le calcul des probabilités qui peut nous aider. Donc comment on peut calculer sans énumérer tous les résultats? On va commencer par poser la question, c'est quoi la probabilité que la première boule tirée au 649 me soit favorable? Donc si, tout comme la probabilité, si je jouais à la loto 3 sur 5, là, d'avoir 3 bons numéros parmi 5, la première boule, là, ma probabilité qu'elle me soit favorable, la première boule, c'était 3 cinquièmes, ben, la 649, la première boule, avoir 6 bons numéros parmi 49, la première boule, ma probabilité qu'elle soit bonne, c'est il y a 6 boules qui peuvent être bonnes sur les 49 qu'il y a. Après ça, une fois que je l'ai tiré, il m'en reste 5 qui sont bonnes sur les 48 qui restent. Puis ensuite, 4 sur 47, 3 sur 46, 2 sur 45 et finalement 1 sur les 44 qui restent. Je multiplie ces 6 fractions-là parce que ici, je veux avoir la première boule qui soit bonne, et la deuxième, et la troisième, et la quatrième, et la cinquième, et la sixième. Donc, c'est une succession d'événements comme ça là, qui doivent être réalisés. Je dois multiplier les probabilités comme dans l'idée de se multiplier dans l'arbre. Donc, si, justement, l'arbre, d'avoir l'idée de l'arbre, en fait, là, OK, j'ai 6 bons sur 49, puis après ça, j'avance, puis 5 sur 48. Donc, d'avoir cette idée-là, je pense que ça peut aider, mais il faut être capable de s'en dégager, parce que si ça serait vraiment pas utile si on devait faire vraiment tous les cas, représenter toutes les branches et tout ça à 6 niveaux, 6 étapes, on s'en sortirait pas. Donc, si on fait ce calcul-là, qu'on multiplie les numérateurs, ça va me donner 720. Les dénominateurs vont me donner 10 milliards 68 millions 347 520. Si on réduit, ça va nous donner environ 1 sur 14 millions, plus précisément 1 sur 13 983 816. Donc, c'est très faible, comme on avait déjà parlé. On avait donné du sens à cette très faible probabilité-là. Puis il y a même l'auteur de la loi de Murphy, je ne sais pas si vous connaissez, qui a dit quelque chose comme la probabilité de gagner une loterie est à peine plus grande si on achète un billet. Donc, ce que ça veut dire, c'est si on n'achète pas un billet, la probabilité de gagner est de 0, évidemment. Et là, en achetant un billet, ben, la probabilité est un peu plus grande. Donc, comme si finalement, ça augmente pas tant que ça nos probabilités de gagner d'acheter un billet parce que la probabilité est très faible. Donc, si on va maintenant au le retour sur un deuxième problème, donc le jeu de dés. On avait déjà vu ce jeu-là, donc on lance 2 dés, si on obtient un 2 ou un 4, on gagne $1, sinon on perd $1, puis on perd et on remet $1 au forêt. Donc, on s'était déjà posé la question, est-ce que ça vaut la peine de jouer, pourquoi? Donc, je vous demanderai d'abord d'entrée de jeu, c'est quoi la probabilité de gagner à ce jeu? Donc, comme on avait déjà vu, en fait, il y a 20 cas favorables sur 36 cas possibles. Puis maintenant, on peut les faire ressortir
comme c'est, je vais vous le montrer, comme le tableau à double entrée, comme on avait déjà fait, en fait, là, tous les cas qui ont un 2 ou un 4. Mais ici, ben, si on voulait calculer la probabilité, dans ce cas-là, fait qu'on avait déjà 20 30e, mais si on voulait revenir sur le calcul de probabilité, ben, il y aurait deux façons de s'y prendre. On pourrait dire justement, ben, pour gagner, il faut que j'ai eu soit un 2 ou un 4 sur mon premier dé, ou un 2 ou un 4 sur mon deuxième dé. Donc, on avait vu que quand c'était comme ça un événement ou, c'était la règle d'addition. Donc, il faut additionner, en fait, la première partie, donc avoir un 2 ou un 4 sur mon premier dé. La probabilité d'avoir un 2 ou un 4 sur mon premier dé, c'est 2 sixièmes. La probabilité d'avoir un 2 ou un 4 sur mon deuxième dé, c'est 2 sixièmes aussi. Mais ici, les événements sont pas mutuellement exclusifs parce que ça se peut que les deux peuvent se produire en même temps. Je lance mes deux dés, je pourrais avoir un 2 sur mon dé vert et un 2 sur mon dé bleu. Et à ce moment-là, les deux vont se réaliser en même temps. Donc si je fais ça, ben, je prends tous les cas où j'ai eu un 2 sur mon dé vert, avec un 4 sur mon dé vert, un 2 sur mon dé bleu et un 4 sur mon dé bleu. Mais là, ici, comme vous voyez, il y a certains cas, il y en a 4 qui ont été comptés en trop. Donc, quand je fais ça, je fais ma probabilité pour mon dé vert, c'est 2 sixièmes. Ma probabilité pour mon dé bleu, c'est 2 sixièmes. Mais la probabilité d'avoir un 2 ou un 4 sur chacun de mes deux dés, ce qui reviendrait à 2 sixièmes fois 2 sixièmes, donc 4 36e, ce sont mes 4 cas ici. Ben ici, il faut que je les enlève pour ne pas les compter en double. Donc, si je faisais mes 2 sixièmes plus mes 2 sixièmes et que j'enlevais les 4 36e, ça me donne bien 2 sixièmes et 2 sixièmes, ça donne 4 sixièmes, donc 24 36e. Et 24 36e, si j'enlevais les 4 ici, je reviens à mon 20 36e. Donc, il y a cette façon-là ici avec le ou. L'autre façon que je voulais vous montrer aussi, c'est parfois plus facile avec le complément, comme on l'a déjà vu dans une capsule précédente. Donc, allons voir avec l'arbre des probabilités aussi qu'on avait vu précédemment. Donc, ici, il y a 3 cas qui nous font gagner. Je peux avoir un 2 ou un 4 au début sur mon premier dé, puis peu importe ce que j'ai sur mon deuxième dé, je gagne. Je peux ne pas avoir un 2 ou un 4 sur mon premier dé, mais l'avoir au deuxième dé, puis là, je gagne. Donc, pour voir la probabilité de gagner, il faut que je vois tous ces cas-là. Tandis que la probabilité de perdre est plus simple. Il faut juste que j'aille aucun 2, ni 2 ni 4 au premier dé, et ni 2 ni 4 au deuxième dé. Donc, la probabilité de perdre, c'est ni 2 ni 4 au premier dé, et ni 2 ni 4 au deuxième dé. La règle de la multiplication fait qu'on multiplie ici les probabilités, ici, puis c'est indépendant. Ce que j'ai eu sur mon premier dé n'a pas d'influence sur mon deuxième dé. Donc, je peux les multiplier 4 sixièmes fois 4 sixièmes, qui me donne 16 36e. Donc, si la probabilité de perdre ici est de 16 36e, ben, la probabilité de gagner, c'est son complémentaire. Donc, soit je perds, soit je gagne. Donc, au total, ça fait 36 36e. Ma probabilité de perdre est de 16 36e. Donc, 1 moins 16 36e va me donner 20 36e, la probabilité de gagner. Donc, c'est une autre façon d'expliquer ce que j'avais déjà vu comme ça, mais qui permet de réinvestir, en fait, ce qu'on avait déjà eu plus tôt là, au début du cours. Ben, on peut l'expliquer maintenant par le calcul des probabilités. Maintenant, terminons sur le problème du chevalier de Méré. Donc, on l'avait vu au tout début du cours. La situation était la suivante. On lance 4 fois un dé régulier. Est-ce qu'il est plus probable d'obtenir au moins un 6 ou de ne pas en obtenir? Donc, on avait dit que c'était plus probable d'obtenir au moins un 6 que de ne pas en obtenir. Et là, il y avait ces probabilités-là ici qui apparaissaient. Puis j'avais dit, on y reviendra pour l'instant. On ne rentre pas dans les calculs de probabilité. Donc là, c'est le temps d'y revenir. Donc si la probabilité de ne pas obtenir, le plus simple, c'est de commencer par de ne pas obtenir de 6. Donc pas obtenir de 6, en fait, c'est que je n'ai pas eu 6 à mon premier lancer. Je n'ai pas eu 6 à mon deuxième, ni à mon troisième, ni à mon quatrième. Donc si je n'ai eu aucun 6, donc pas 6, et pas 6, et pas 6, et pas 6 à chacun de mes 4 lancers, ne pas avoir 6, la probabilité, c'est de 5 sixièmes. Et donc, 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes fois 5 sixièmes, je peux utiliser les exposants pour dire, ben, c'est 5 sixièmes exposant 4. Et là, maintenant, ça va me donner le complémentaire. Ça va me dire de ne pas en obtenir, donc d'en avoir au moins un 6. Ça va être 1 moins 5 sixièmes exposant 4, ce qui va me donner environ 52%. Donc, environ 52% de ne pas d'avoir au moins un 6, puis environ 48% de ne pas en obtenir de 6.
Donc, encore une fois, ici, par le complément, beaucoup plus simple, parce que sinon, si je voulais calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6, il faudrait que je calcule, OK, mon 6, je peux l'avoir à la première position, mais pas aux 3 autres. Ou le 6, je peux l'avoir à la deuxième position, mais pas aux 3 autres. Ou à la troisième ou à la quatrième position, j'aurais plusieurs cas à considérer. Beaucoup plus simple de dire, ben, j'en ai pas de 6, puis après ça, je vais faire le complément qui est d'en avoir au moins un 6. Donc voilà, mon but c'était de revenir sur ces 3 problèmes-là. On pourrait aller plus loin. Donc il est question dans le programme ministériel, il est question là, de faire allusion, donner du sens en fait aux arrangements, des problèmes d'arrangement, permutation et combinaison. Ici, par le problème de l'auto 49, c'était un problème de combinaison. On n'est pas obligé d'aller dans le terme. L'idée, c'est vraiment pas de mettre l'accent sur les formules, mais si vous voulez aller un peu plus loin pour voir la différence entre les arrangements, permutations et combinaisons, je vous invite à aller voir, en fait cette capsule vidéo d'Alloprof. Donc, je vous invite à noter ce que vous retenez de cette capsule vidéo. Donc, on a pu se référer à des situations plus simples pour comprendre les calculs de probabilité à faire. Donc, au lieu de partir avec la Loto 649, des fois, ça vaut la peine. OK, on va y aller avec un cas plus simple. On va comprendre, bien contrôler tous les cas possibles. Puis après ça, on va revenir faire une analogie dans le cas du 649. On a pu amener à faire le lien entre l'arbre, pourquoi on multiplie, pourquoi on additionne, puis dans le but de se dégager de l'arbre, de ne pas tout le temps rester ancré, même si c'est une bonne représentation pour des cas simples, on peut se le représenter mentalement ou généraliser pour les autres branches, là, sans nécessairement le faire en tant que tel. Puis à ce moment-là, les calculs de probabilité dans des situations plus complexes sont plus utiles, sont plus pertinents. Et on a utilisé le complément dans des situations avec des nombreux cas, que ce soit dans des cas où il y a au moins ou certains autres cas des fois, ça vaut la peine d'aller voir le complément qui couvre moins de cas que l'événement principal en fait qui couvre plusieurs cas. Donc voilà, dans la prochaine capsule vidéo, on va revenir sur la question numéro 5 de votre évaluation diagnostique. Merci de votre attention.